Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Politique. Notre invité aujourd'hui, c'est Renaud Muselier. Bonjour, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À mes côtés, Floro Provençal, chef du service politique de la Provence. Au sommaire de cette émission, on parlera de la crise du Covid avec notamment cette pénurie de vaccins Pfizer dans la région. On parlera également du congrès Les Républicains. Éric Ciotti et Valérie Pécresse qualifiés pour le second tour qui aura lieu ce samedi. Et puis les gros dossiers de la région seront évoqués dans cette émission. Notamment, va-t-on pouvoir aller skier cet hiver ou encore la privatisation de la ligne TER entre Nice et Marseille. Marseille Politique, c'est parti. Renaud Muselier, merci d'être l'invité de Marseille Politique. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Marseille-Provence. On commence avec une question. Est-ce qu'il y aura assez de doses de vaccins pour vacciner la 3e dose les habitants de la région? Normalement, oui. Donc on a pris des contacts auprès du ministère puisqu'il y a une alerte en ce sens et donc il y a toujours un risque, une suspicion. D'ailleurs, on est dans une forme de paradoxe. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent se faire vacciner, il n'y a pas assez de doses. Et il y en a qui ne veulent pas se faire vacciner. En attendant, les vaccinodromes sont prêts, les équipes techniques, soignantes, humaines sont prêtes. Et pour l'instant, on ne manque pas de doses, on va y arriver. En tout cas, on manque de rendez-vous, parce que pour le moment, c'est difficile de prendre des rendez-vous. Par exemple, à Aix-en-Provence, c'est plus possible. Oui, mais ça, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens veulent se faire vacciner, qu'ils n'ont pas envie d'aller en réanimation et qu'il est important de se soigner. Ou alors qu'il n'y a pas assez de doses, non? Vous pensez qu'il y aura assez de doses pour tout le monde? Non, là, aujourd'hui, c'est plutôt un problème de rendez-vous, parce que d'un coup, tout le monde y est allé. J'avais demandé d'ailleurs au gouvernement à l'époque d'ouvrir très tôt la vaccination, non pas pour les personnes âgées, mais pour les personnes en dessous de 40 ans, voire plus jeunes. Ils ont fini par l'ouvrir, donc il y a forcément un peu de retard, mais vous remarquez que Doctolib fonctionne bien, que les rendez-vous sont pris, et en ce qui concerne Aix, il y a effectivement des difficultés. Ce que je sais à Marseille ce matin, au Vélodrome, ça fonctionnait, vous y allez, un quart d'heure après, c'était fait. Donc il y a quand même une organisation, on a appris dans les 2-3 premières crises, et donc aujourd'hui on est opérationnel. Vous êtes plutôt rassurant, Florent. Néanmoins, faut-il ouvrir de nouveaux vaccinodromes grands? Pas qu'à Marseille, justement à Aix. Toutes les villes sont opérationnelles, elles sont capables de le faire. Donc ça dépend de la volonté des maires et des municipalités de le faire, comme on l'a fait dans la 2e ou 3e vague. Pour notre part, au niveau de la région, nous on a mis en place un dispositif qui est opérationnel aussi, qui est les vaccinobus, pour aller dans les territoires reculés, dans les endroits où les gens ne veulent pas aller. En fait, dans les vaccinodromes, ils ont peur d'attraper la maladie là. Et donc nous, on amène le bus au plus près des villages et des personnes qui à ce moment-là, par le maire, vont au bus se faire vacciner. Exactement pareil pour les lycées. Vous avez également demandé à Olivier Véran un texte gratuit pour ceux qui sont en passe de se faire vacciner, donc avec une dose, etc. Vous avez une réponse? Ça c'est le 2e volet, qui est le volet sur l'ouverture de nos stations de ski, et pour essayer d'amener à la vaccination ceux qui sont pas encore volontaires qui vont le faire. L'histoire est simple. On a un problème avec les saisonniers. Les saisonniers sont vaccinés ou non. On doit ouvrir nos stations de ski. Ils ne pourront pas ouvrir les stations de ski, les saisonniers, dont notamment par exemple les moniteurs, s'ils ne sont pas vaccinés. Et comme aujourd'hui les tests ne sont pas gratuits, ils sont payants, grosso modo, c'est entre la première vaccination et la 2e vaccination, entre 900 et 1000 euros de tests, pour arriver à faire son métier de moniteur. Donc à partir du moment où le moniteur de ski est obligé pour travailler de faire son parcours de vaccination, il fait son premier test. À partir du moment où il a son premier test, donc son premier vaccin, derrière les tests pour pouvoir continuer à travailler en attendant les 5 semaines à peu près pour la 2e dose, il a un parcours de soins, de vaccination et il a un test gratuit. Vous avez une réponse du ministre de la Santé? Non, mais je vais avoir un oui là. Vous allez avoir. Mais c'est du bon sens. En attendant, c'est du bon sens. Donc vous savez que mes relations sont chaotiques avec le ministère de la Santé. Mais là c'est du bon sens. Donc, pourquoi pourquoi c'est du bon sens? Non, pourquoi c'est chaotique? Parce que dans la première vague, on n'était pas d'accord sur... il nous a expliqué qu'il fallait pas les masques, qu'il fallait pas se laver les mains, il nous a expliqué beaucoup de choses qui ne correspondaient pas tout à fait à la réalité, et qui a posé après un problème aussi de crédibilité de la parole politique et publique pour amener à la vaccination. Donc nous, on a été plus calme, plus efficace, et on a critiqué à ce moment-là. Bon, tout ça c'est derrière, maintenant il faut aller de l'avant.
En parlant de crédibilité, Didier Raoult a sorti une dernière vidéo dans laquelle justement il met en doute la fiabilité du vaccin. Vous avez été doublement vacciné, néanmoins vous avez eu un Covid assez costaud. Est-ce que vous comprenez la méfiance des personnes qui ne veulent toujours pas se faire vacciner ? Je la comprends, mais c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous ne pouvez pas l'attraper, mais c'est parce que vous êtes vacciné que vous n'allez pas en réanimation. C'est quand même un gros effort. Pas toujours. Non, 90% ou 92% des patients qui sont en réanimation ne sont pas vaccinés. Bon. Donc à partir du moment où vous décidez de ne pas être vacciné, si vous attrapez le Covid, vous avez beaucoup de chances d'aller en réanimation. Quand vous êtes vacciné, vous n'avez pratiquement aucune chance d'y aller. Et donc ça fait vraiment la différence. Moi, j'ai eu un Covid sévère sur une double vaccination. J'ai contaminé, parce que j'étais une bombe virale, 12 de mes collaborateurs, familles et amis qui étaient tous double vaccinés. Personne n'est allé en réa, en 8 jours ça a été traité. Moi j'ai eu un peu plus lourd, mais j'ai pas eu d'oxygénothérapie. Et donc ce qui est clair, c'est que c'est pas parce que forcément vous êtes vacciné que vous n'allez pas l'attraper, mais c'est parce que vous êtes vacciné que vous n'allez pas en réa. C'est intéressant comme nuance. En attendant cette troisième dose, le taux d'incidence augmente. Il a doublé dans les Bouches-du-Rhône en une semaine. Dans les autres départements, c'est pas beaucoup mieux de la région. Est-ce qu'il faut prendre des restrictions supplémentaires, vous pensez Il faut rappeler les gestes barrières, déjà. Il faut revenir au b.a.-ba de l'époque, quand même. Lavez-vous les mains tout le temps, sans arrêt, ne vous faites pas la bise, remettez le masque tout le temps. Déjà, là, vous éliminez beaucoup de manières de vous contaminer. Moi, je suis pour la vie aussi, vous le savez, je l'ai toujours dit. Donc, il faut arriver à s'adapter à cette maladie. Pour s'adapter à cette maladie, on souffre le moins possible. Il faut garder les gestes barrières. Il faut rester vigilant là-dessus. Il faut se laver les mains. Il faut se vacciner parce que si jamais vous l'attrapez, vous n'allez pas en réa. Donc, ça, c'est du bon sens. Voilà. Bon sens médical simple, sans faire de polémique, Raoult, pas Raoult, vaccination, pas vaccination. C'est du bon sens de soins. Donc vraiment, vaccinez-vous, lavez-vous les mains et n'embrassez pas tout le monde. Dernière question sur la crise du Covid. Notre région est l'une des plus touchées de France. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau confinement dans les semaines à venir ? Il faut tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Mais c'est possible néanmoins si le taux d'incidence continue de monter ? Le taux d'incidence peut continuer à monter. Mais... Et le taux d'hospitalisation, lui aussi, continue de monter. Oui, mais on était à 120 ou 130%, on est à 45%. Ouais. Donc c'est le problème de cette surcharge. Alors, dans la surcharge hospitalière, vous avez la capacité hospitalière en termes de technique et vous avez la capacité hospitalière de soins en termes de personnel de soins. Les personnels de soins sont fatigués et donc là, il faut en faire attention et donc il ne faut pas les surcharger. De surcroît, quand vous montez en charge en réanimation, pendant que vous prenez des lits Covid, vous ne soignez plus les autres personnes, les cancers, les opérations multiples et variées, et donc vous avez des dégâts médicaux très importants derrière. Donc pour l'instant, la montée de la contamination en termes d'incidence est très forte, mais on résiste bien en termes de réanimation, et on résiste bien en termes de réanimation parce que ceux qui sont contaminés sont vaccinés, et la boucle est bouclée. On va parler du congrès Les Républicains. 2 candidats qualifiés pour le second tour, Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Vous souteniez Xavier Bertrand. Il n'arrive qu'en avant-dernière place. Une réaction ? Vous avez raté des étapes. J'ai abrégé. Oui, mais les étapes que vous avez abrégées, en synthèse, c'est quand même ma famille politique. Que vous avez quitté, évidemment. J'ai quitté parce que quand j'ai soutenu M. Bertrand, Mme Pécresse, Monsieur Barnier m'ont expliqué que de toute façon, il ne fallait pas toucher à M. Ciotti. Très bien. Donc moi, j'ai dit, écoutez, touchez pas à M. Ciotti, c'est pas ma droite. Donc je quitte mon parti, ça fait 35 ans que j'y étais. Donc ce congrès, je suis navré pour ma famille politique. Vous avez passé quand même 30 ans 35 ans chez les Républicains, UMP... Et qu'Éric Ciotti arrive en tête, justement, parce que vous avez quitté les Républicains à cause d'Éric Ciotti, qu'il arrive en tête, ça non, vous fait quoi ? Je ne suis pas à cause d'Éric Ciotti, ça serait de faire trop d'honneur. J'ai quitté ma famille parce que je suis héritier d'une famille politique qui a une longue histoire. J'ai été ministre de Jacques Chirac. J'ai toujours combattu le Front National. Et il y a toujours eu dans notre famille politique une droite dure. Toujours. Cette droite dure, on l'a toujours combattue en disant jamais de porosité. Et là, on a laissé faire la porosité. Et donc, à partir du moment où on laisse faire la porosité, vous avez le parti le plus dur de la famille qui gagne. Alors là-dedans, je me permets de dire... que je suis désolé que ça se passe comme ça, très honnêtement, parce que je ne suis plus là-dedans, je n'ai pas voté, mais quelle tristesse de voir ça. Mais en disant attention quand même, parce que on vient de mettre en tête, par la famille politique, celui qui est le plus bas dans les sondages au présidentiel, quand même.
Et celui qui était le premier, on l'a mis dernier. C'est exactement l'inverse. Non, parce que M. Juvin n'avait jamais été considéré comme... Donc le dernier. C'est-à-dire que c'est une forme de sabordage, quoi, organisé, structuré. Et j'espère qu'on finira pas comme ça se prépare, un peu comme quand les socialistes avaient élu M. Hamon contre M. Valls et qui ont fini morts aujourd'hui. Contrairement aux socialistes, tous les concurrents de M. Sautier ont appelé à voter Mme Pécresse. Oui, non, Mme Pécresse va gagner, heureusement. Vous appelez à voter qui, vous, entre les deux? Moi, je suis quitté mon parti. Oui, mais vous y avez passé longtemps et vous avez été élu à la région avec l'étiquette Les Républicains, donc vous avez peut-être un message je suis un RPR, j'étais membre fondateur des Républicains, membre fondateur de l'UMP. J'ai fabriqué l'UMP avant les autres, quand on avait fait avec Jean-Claude Gaudin. Pour tous les adhérents qui ont voté pour vous, vous leur conseillez de voter Éric Ciotti ou Valérie Pécresse? Je suis parti. Vous êtes parti. Vous êtes clairement parti. Il faut un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Vous disiez que vous espériez quand même que ce soit Valérie Pécresse. Mais ça sera Valérie Pécresse. Parce que quand vous regardez les résultats, vous avez 3 candidats qui représentent une courant de pensée à peu près identique. 24, 24, 24, ils ont fait à peu près 24, 23, 22, un truc comme ça, sont Pécresse, Barnier et Bertrand, exactement l'inverse de ce que souhaitent les Français quand en finale par rapport au présidentiel, c'est assez surprenant. Ceux-là, ils font quand même, donc ça fait à peu près 75%, pendant que l'autre fait 25%. Ça a toujours existé. Ce que je n'accepte pas, ce que je n'ai jamais accepté, c'est qu'on me dise que ce discours-là est normal. Voilà. Eh bien non, il n'est pas normal. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis parti. Parce que je me ferais pas me remarquer quand même. C'est comme ça, c'est le hasard de la vie. Le soutien, ils ont tous soutenu Ciotti parce que moi, ce que j'avais dit dans la ligne politique ne leur plaisait pas. Aujourd'hui, ils vont me demander leur soutien alors qu'ils voulaient M. Ciotti. Mais ils n'ont qu'à voter pour M. Ciotti, puisqu'ils veulent M. Ciotti, ils ne voulaient pas de M. Muselier. Soyons cohérents. Voilà. Moi, je suis cohérent dans ma vie politique. Vous ne regrettez pas du tout cette séquence-là depuis 15 jours, depuis 3 semaines? Cette séquence me navre, mais me donne raison. D'ailleurs, il faut voir les réactions que j'ai, du nombre de réactions agréables à mon endroit, de tous ceux qui m'ont toujours soutenu, qui sont restés dans ma famille politique, qui m'ont soutenu pendant près de 35 ans à l'intérieur du RPR, de l'UMP, de LR, qui m'ont encore soutenu là aux élections régionales, contre M. Ciotti, qui avait appelé à voter contre moi, ou presque, par rapport à M. Strodi. Donc tout ça, vous savez, je pense fondamentalement qu'il faut avoir une colonne vertébrale. Et moi, je fais partie de la droite qui a confiance en elle, qui peut additionner, qui n'a pas honte d'être à droite, et qui n'a pas peur de se marier avec des compétences multiples, fortes, qui viennent additionner et donnent de la puissance. Voilà, c'est ma technique, c'est comme ça que j'ai gagné. Voilà. Et on saura donc samedi aux alentours de 14h30 qui d'Éric Ciotti ou Valérie Pécresse représentera les Républicains à la prochaine élection présidentielle. Tout de suite, on passe au gros dossier de la région. Renaud Muselier, on va commencer avec Bruxelles parce que vous y étiez il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, Florent, vous aussi vous y étiez pour suivre les politiques de la région. Un petit résumé avant. Oui, tout à fait. Renaud Muselier a emmené une délégation à Bruxelles pour récolter des fonds européens, comme il l'avait fait déjà avec Christian Estrosi, alors président de la région, et M. Muselier était président délégué et ancien député européen. Et le but, c'était de rencontrer le maximum de commissaires de l'Union européenne pour récolter des fonds dans diverses matières. Vous êtes satisfait de ce voyage? Oui, très satisfait. Dans la campagne électorale, j'ai rappelé qu'il fallait se servir de l'Europe sur les dossiers qui sont importants et fondamentaux. Dans la mandature précédente, nous avions récupéré près de 5 milliards d'euros sur nos différents dossiers. Ça va de l'Abreuvoir dans un village des Alpes de Haute-Provence jusqu'à ITER, en passant par une université ou une aide aux entreprises dans les alpages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau là-dedans, il y a une accessibilité à des moyens financiers importants. Je souhaite doubler cette manne financière d'investissement de l'Europe sur le territoire à hauteur de 10 milliards d'euros. Et donc je suis allé pour amorcer ça. Et dans les entretiens que nous avons pu avoir en 2 jours, et vous les avez accompagnés, donc vous avez vu la qualité de l'accueil, c'est près de 2 milliards qui ont été déjà fléchés, ciblés, commissaire par commissaire. Pourquoi c'était un moment important? D'abord parce que je n'étais pas retourné là-bas à cause du Covid depuis un moment. J'y ai retrouvé mes amis parlementaires, j'y ai retrouvé la future présidente du Parlement, les présidents des différentes institutions, le président du comité des régions, 6 commissaires européens, qui nous amènent sur des dossiers très importants. Après, vous me dire, c'est quoi les dossiers très importants?
Vous avez le problème d'escale fumée en mer, zéro escalation fumée en mer. On va avoir des moyens financiers pour payer l'électrification à quai. On a le problème de la circulation avec les services publics sur la Corse. On a un arbitrage qui va être fait par M. Breton. 6 commissaires européens qui ont travaillé sur la mer, les thoniers, le zéro plastique en mer, l'organisation des universités, la mise en place des moyens financiers sur la PAC, le traitement avec l'État français de ce qu'on appelle le FEDER, le FSE, c'est-à-dire la politique sociale européenne que l'on met sur le fond juste. Ça veut dire quoi? La décarbonation dans le département des Bouches-du-Rhône, 120 millions d'euros. Et donc quand vous additionnez tout ça petit à petit, dossier par dossier, où nous avons une vraie compétence, une vraie excellence, avec une surveillance très forte politique. Pourquoi une surveillance très forte politique? Et donc un soutien majeur, c'est que ils me connaissent, on siégeait ensemble dans le groupe majoritaire qui était le groupe de droite, le PPE. Ils étaient très inquiets de la victoire ou non de monsieur, du Front National dans cette région. Parce que pour eux, c'était une victoire de Madame Le Pen au niveau européen. Et donc, ils ont surveillé ça très près. Comme ils ont vu que j'ai bien gagné, que je suis un garçon sérieux sur lequel on peut travailler, que mes collaborateurs sont très performants, j'enclenche systématiquement tous les dossiers sur toutes les stratégies de politique européenne. Et nous avons la capacité de transformer ce dossier marseillais-français en marseillais européen éligible. Vous avez parlé de plusieurs millions. Au total, ça fait combien tous ces dossiers? 2 milliards 2. 2 milliards 2. En 2 jours. C'est pas mal. C'est 1 milliard par jour. Sur quoi? Des promesses ou... Non, sur des dossiers très techniques qui sont déjà engagés. Quand vous traitez, par exemple... C'est l'argent qui va arriver. C'est des moyens financiers. C'est un peu plus compliqué que ça au niveau européen, mais c'est l'argent, oui, qui à la sortie va arriver sous 2 ans. Par exemple, quand eux, ils ont une enveloppe, grosso modo, pour l'Europe. Quand vous parlez de la mer, par exemple, ils ont une enveloppe de 2,5 milliards. Pour la France, c'est 560 millions d'euros. Pour la Méditerranée, c'est 160. Sur la Méditerranée, il y en a à peu près la moitié pour Mme Delga là-bas. Et pour moi, j'en ai déjà pris sur les 160, près de 120. On vous voit sur ces images. On a aussi vu Benoît Payan, le maire de Marseille. Il faut travailler main dans la main, ville-région. Alors là, par exemple, vous voyez sur ces images, je suis avec le président du comité des régions. Avec le président du comité des régions, comme je siégeais au comité des régions et que notre ami grec est le président du comité des régions, j'ai demandé, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, que le comité des régions, 2500 personnes, toutes les régions d'Europe, puissent venir dans le congrès à Marseille. J'ai vu Benoît Payan la semaine dernière. Je lui ai dit, je mets à ta disposition un bureau à Bruxelles, puisque je suis organisé en tant que tel. Trouvons un collaborateur pour proposer les dossiers européens, ce qui ne se faisait pas avant dans le passé, de façon à ce que tu aies les moyens, monsieur le maire de Marseille, ici à Bruxelles, pour avoir des moyens financiers complémentaires. Qu'est-ce qu'il a répondu? Mais là, par exemple, il a dit oui. C'est gratuit, là. Je lui dis, tu le prends. Donc, et je lui apprends, je lui apporte et je lui propose une technicité, un savoir-faire pour récupérer des fonds européens, sachant que, je vous donne un exemple simple, parce que tout ça, c'est des masses financières, mais c'est important. J'ai pris 5 milliards d'euros, à peu près, 4 milliards 6 exactement, dans la mandature précédente. Est-ce que vous savez combien on a pris la ville de Marseille et combien on a pris la ville de Nice? La ville de Nice a pris 1,5 milliard. Combien a pris la ville de Toulon avec sa métropole? 1,1 milliard. La ville de Marseille, 300 millions. Vous voyez la différence quand même. Ouais. C'est-à-dire que c'est entre 1 et 5 comme écart. Pourquoi? Pas parce que les Niçois ont fait les dossiers, savent les monter, les Marseillais ne savaient pas les monter. Les Marseillais n'ont jamais su les monter. Vous avez été premier adjoint quand même pendant 2 mandats. Il y avait très peu de fonds européens déjà. La réalité, c'est que personne ne savait les monter. Ni les Niçois, ni les Toulonnais, ni les Marseillais. Bon. Mais en étant député européen là-dedans, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de moyens financiers que ne s'en servent jamais. Et ça donnait d'ailleurs une crédibilité très forte au discours du Front National anti-Europe, en disant mais on n'a jamais le retour. Bon. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, on a un gros retour. Si vous prenez par exemple l'argent, les moyens financiers prélevés par l'impôt, de nos impôts régionaux qui partent à l'Europe, grosso modo, vous êtes à 1,5 milliard. Donc il y a 1,5 milliard qui part de votre poche qui part là-bas. Avant, on en récupérait 300 millions. Et maintenant, on en récupère 5 milliards. Et on va en récupérer 10 milliards. C'est un bon rapport qualité-prix, non? Tout à fait. Autre sujet, Renaud Muselier, le sport d'hiver. Après 2 années noires, une question, est-ce qu'on va pouvoir aller skier cet hiver? On a beaucoup travaillé avec Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État qui est en charge du tourisme. On était prêts l'an passé. L'an passé, on était prêts.
On avait fait les protocoles sanitaires avec les stations, les moniteurs. Pour l'instant, pas de passe sanitaire dans les stations. Hein. Oui, mais je pense que pour l'instant, on va ouvrir. Alors, on va voir comment ça va se passer. Mais, le pass sanitaire, c'est un taux d'incidence, c'est par rapport au taux d'incidence. Oui, c'est ça. Il y aura sans doute le pass sanitaire. Oui, mais c'est pas grave, c'est le pass sanitaire. On va au restaurant, on a le pass sanitaire. Au niveau national, il sera obligatoire dans les stations. On s'en fout du pass sanitaire. La réalité, c'est qu'il faut ouvrir nos stations. Ouais. Bon. Quand aujourd'hui vous sortez, vous allez dans un restaurant, vous sortez votre pass sanitaire. Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'y allez pas. Bon, ben voilà. Alors après, ça ne plaît pas aux vaccinés ou pas vaccinés. Mais enfin, si vous avez votre pass sanitaire, vous sortez. Aujourd'hui, il faut vivre dans les montagnes. Pour vivre dans les montagnes, il faut y aller. Pour y aller, vous mettez votre pass sanitaire, puis c'est terminé. Vous ouvrez vos stations de ski. Voilà. C'est des milliards d'euros, hein, quand même. Hein. C'est indispensable. Là, c'est à Noël, c'est pas ouvert, c'est catastrophique. Ça fait 2 saisons noires. 2 saisons noires très lourdes, quand même. Et alors, pour la collectivité, nous, on a investi 600 millions d'euros, je crois, à peu près, pour aider nos stations, nos Alpes, de façon à ce qu'on puisse repartir. Et puis, ils veulent travailler, ils sont prêts, les hôtels sont prêts, les stations sont prêtes, les intérimaires sont là. Donc, il faut y aller, quoi. Donc, alors bien sûr, il y a toujours la crise du rebond. Alors après, vous allez avoir des problèmes bien spécifiques. Boîte de nuit, pas boîte de nuit. Qu'est-ce que vous faites pour le 31 ? Qu'est-ce que vous faites pas pour le 31 ? Mais enfin bon, si déjà vous pouvez aller skier, vous êtes dehors, à la limite vous enlevez les bennes et vous allez sur les perches. Hein, il faut que l'État participe s'il y a une fermeture, pardon Florent. Aujourd'hui, de toute façon, dans le passé, ils ont beaucoup aidé. Hein. On a fait le fonds de solidarité nationale. Dans la région, ça fait 1,4 milliard. Hein. Donc 1,4 milliard d'euros de l'État. Nous, on a mis 300 millions en plus, qui a été directement diffusé dans les stations de ski, mais aussi dans tous les bars, cafés, restaurants. C'est quand même des moyens conséquents qui ont permis de survivre, en fait. Hein. Donc vous encouragez les gens à y aller, même si les boîtes de nuit sont fermées, s'il y a des restrictions, s'il n'y a pas de télécabine. J'aime la vie, moi. Moi, j'encourage la vie. Mais dans la vie, il faut arriver à se protéger un peu. Bon, mais donc il faut arriver. Peut-être qu'on marchera plus que. Peut-être qu'on fermera les bennes, mais qu'on ouvrira les tiers-fers, enfin les remontes pentes. Voilà. Donc on s'adaptera. S'adapte à la vie et aux difficultés de la vie. Voilà. On s'adapte à tous les niveaux. Avec du bon sens. Du bon sens. Les TER, Renaud Muselier, privatisation de la ligne entre Nice et Marseille, confiée au groupe Transdev. C'est quoi la suite ? On a vu beaucoup d'inquiétudes, notamment de la part des cheminots dans la région. Oui, ils ont manifesté une inquiétude. Mais moi, j'ai vu surtout beaucoup de problèmes avec ceux qui prennent le train. Les cheminots sont là pour faire rouler les trains. Il faudrait qu'ils soient à l'heure. Ils ne l'étaient pas. Il faudrait qu'ils soient réguliers. Ils étaient arrêtés. Il faudrait que quand qu'ils sont annulés ou qu'ils ne sont pas à l'heure, on les prévienne, les usagers. Et donc, on ne peut lutter contre la décarbonation. On ne peut lutter contre les embouteillages quand on vient de l'extérieur, que si les trains sont à l'heure, pour arriver au bureau à l'heure. Ça veut dire que potentiellement d'autres lignes pourront être privatisées. Aujourd'hui, on a fait 33% du dossier. Vous savez, on a fait 2 appels d'offres, parce que dans la présentation, c'est pas la privatisation, c'est l'appel d'offres. Et puis là-dedans, ils répondent au cahier des charges. Il y a 23% qui ont été gagnés par la SNCF, qui ont eu le meilleur lot, et l'autre lot qui a été gagné c'est un appel à concurrence pour une meilleure qualité de service. Et on double le nombre de trains. Et il y a des pénalités pour l'opérateur s'il ne respecte pas son cahier des charges, c'est-à-dire d'être à l'heure pour 94% des trains. Alors qu'aujourd'hui, on en avait 82, 83% qui étaient montés à 87%. Il y avait 10% de trains annulés. Bon. Et là, ils n'ont plus le droit de les annuler. Et sinon, il y a une pénalité. Et donc, si vous les avez sécurisés, vos trains, si vous avez mis du personnel dedans pour faire de la surveillance à des horaires bien particuliers, si vous les avez climatisés, si vous avez chauffé, si vous arrivez à l'heure, eh bien vous avez tout intérêt à prendre le train parce que vous avez un abonnement à 9 € par mois. C'est pas mal, ça, non ? Vous avez été réélu 7 ans. Dans cette mandature, justement, il y aura d'autres, si ça fonctionne, cette privatisation, il y aura d'autres lignes que vous avez déjà ciblées. C'est un peu complexe, parce que la réalité, c'est quand on a pris là, les deux lignes, sont 2 lignes très importantes, ça représente 33% du système marginal, mais qui sont des lignes uniques. Donc, ils sont assez faciles à traiter. Les autres sont des lignes multiples. Et donc, dans l'organisation des transports, il faut avoir toujours un peu de bon sens, un sens pratique. Et quand vous avez 12 lignes qui sont dans le même réseau, c'est pas tout à fait la même chose que quand vous avez Marseille-Nice, que vous pouvez traiter de façon plus facile. Donc, on va voir. Parce que, par exemple, on a fait des efforts conséquents pour faire Marseille-Aix, qui va être doublé. Avec, là, on a une alimentation électrique pour lutter contre le CO2. Là-dedans, ça va nous permettre d'aller plus loin pour Pertuis ou pour Briançon. Et donc là, il y a un vrai problème de suivi. Vous mettez 3h30 pour la Briançon, comme vous voulez que le mec il prenne un train. Pas sérieux.
Donc l'idée est assez simple. Je veux faire Marseille-Briançon, comment je fais? Il faut qu'il arrive vite et qu'il soit sécure. Et une fois qu'on a fait ça, ils prendront le train. Ils ne mettront pas 3h30, autant en voiture qu'en train. Et en voiture, il perd son permis parce qu'on lui a pris un point. Marseille Politique, c'est bientôt terminé. On a une coutume ici, c'est de terminer l'émission avec une question cash. Vous avez une idée? Non, je n'ai pas trop peur. Je suis éminemment sympathique, mais et ce sourire-là peut cacher quelque chose de très désagréable. Question cash, réponse cash. Pour qui allez-vous voter au premier tour de l'élection présidentielle? Je ne sais pas, les candidats. Vous les connaissez, les candidats? Tous, sauf un, de LR. Pour quelle famille? LR, on ne sait pas qui c'est. Zemmour, il vient de se déclarer. Le Pen, il ne sait pas s'il aura les signatures. Entre Macron et Valérie Pécresse? Macron n'est pas candidat encore. S'il l'est. Ah ben écoutez, c'est pas la mesure du cash, c'est à ma manière. C'est-à-dire que c'est pas binaire. Donc vous attendrez qu'Emmanuel Macron soit candidat pour donner votre avis? Non, je vais voir un peu le programme. Écoutez, vous me parlez de Pécresse, par exemple. Pécresse, elle a refusé mon soutien. Parce que je dis, je ne veux pas de M. Ciotti parce que c'est pas ma droite. Elle a refusé mon soutien et elle va me dire au soir du deuxième tour, je vais travailler avec Ciotti parce que c'est ma nouvelle droite. Je suis cohérent, moi. Christian Estrosi a rejoint Horizon d'Édouard Philippe. Est-ce qu'on peut envisager que vous fassiez la même chose? Dans la vie politique, tout est envisageable. Vous savez, il y a un truc surtout qui m'inquiète, moi, c'est ce qui est envisageable, ce qui est potentiellement possible, c'est la disparition de la LR. Hein. C'est plus ça qui me gêne. Hein. C'est la disparition de LR. C'est ça qui me gêne le plus. Aujourd'hui, j'ai eu des amis politiques, dont le président de mon groupe, M. Pierre-Paul Léonelli, qui démissionne de LR. J'ai eu des élus de ma famille politique, qui ne sont pas forcément des élus de ma majorité au sein du conseil régional, qui disent « mais moi je ne resterai pas à LR ». Donc le problème aujourd'hui, c'est est-ce que LR va survivre à cette histoire? Ça m'intrigue plus. Merci. C'est cash, non, comme réponse? Moitié-moitié. À peu près. Merci beaucoup Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir été l'invité de Marseille Politique. Merci Florent Provençal, chef du service politique de la Provence. Marseille Politique, on se retrouve jeudi prochain pour une autre émission. Quant à nous, on se retrouve juste après cette pause pour faire le tour de l'actualité de la région. À tout de suite.